Bonjour Kevin Vessière, bienvenue. Vous avez écrit Football Club Géopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Nouvelle édition juste ici, aux éditions Max Milo. Ça sera disponible dès demain. On s'intéresse particulièrement ce matin à l'Euro. L'Euro qui approche, ça démarre le 14 juin prochain. Et vous nous dites, finalement, cette compétition européenne de foot, c'est pas juste du foot. Ça permet aussi parfois de décrypter les relations de différentes nations entre elles. Oui, c'est ça. En fait, finalement, le sport, c'est plus que du sport, c'est aussi de la politique. Et à travers ce livre, j'évoque notamment que la création de l'euro, déjà, c'est une création politique en soi, puisqu'elle suit en fait la Seconde Guerre mondiale avec une volonté d'unir l'Europe par différentes méthodes, notamment par le sport. Ce sera le cas avec la création de l'UEFA en 1954, puis après avec 7 euros. Et pour la première fois, en plus, ça va réunir des nations qui sont à la fois à l'ouest et à l'est, à l'époque où il y a la guerre froide. Donc on voit déjà que le sport peut dépasser les clivages politiques. Justement, on va prendre un exemple de cette première édition de l'Euro. On est en 1960 et le foot devient très politique dès le quart de finale qui doit opposer l'Espagne de Franco à l'URSS. Qu'est-ce qui se passe ? Mais effectivement, l'UEFA veut faire une compétition sportive, mais il y a déjà de la politique qui s'y immisce, en tout cas. Vous avez ce quart de finale entre l'Espagne de Franco et l'URSS. Finalement, deux pays qui sont opposés sur le plan idéologique, notamment de par la guerre civile espagnole. Et donc, en fait, Franco va interdire à son équipe de se rendre en URSS pour disputer ce quart de finale. L'UEFA est embêtée parce qu'ils ne veulent pas mettre finalement de politique dans cette compétition. Ils vont finalement donner la victoire à l'URSS qui, en plus, derrière, va remporter la compétition. Mais 4 ans plus tard, vous allez avoir la revanche. Cette fois, la finale a lieu en Espagne. Donc là, Franco n'est pas contre cette finale-là, contre ce match-là. Et l'Espagne va remporter cette compétition. Et Franco va instrumentaliser cette victoire pour, en tout cas, favoriser son modèle politique. Bien plus proche de nous dans le temps maintenant. On est dans le contexte actuellement de la guerre en Ukraine. L'équipe ukrainienne s'est qualifiée pour l'Euro 2024 alors que la Russie, elle, est exclue de la compétition depuis 2022. Est-ce qu'on peut dire que quel que soit le résultat de l'Ukraine, elle a déjà gagné en quelque sorte par sa présence dans l'Euro ? Oui, on peut le dire, parce que finalement, cette participation, c'est aussi un champ de bataille symbolique avec le sport. Rien qu'une participation, c'est aussi mettre en avant ses symboles, mettre en avant aussi l'Ukraine en tant que nation. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre, la Russie a en tout cas essayé de remettre en cause cette présence ukrainienne. Donc rien que cette participation, et puis à travers l'équipe qui va pouvoir se produire durant cet Euro, on va voir qu'effectivement que l'Ukraine est toujours bien là. Et ça va être un champ de bataille supplémentaire aussi par rapport aux Jeux Olympiques, où vous aurez la délégation ukrainienne présente et la délégation russe présente, mais seulement sous bannière neutre. Si on fait le lien entre 1960, ce que vous nous expliquez, avec ce match qui n'a pas eu lieu entre l'Espagne de Franco et l'URSS, parce que l'UEFA avait pris une décision finalement, est-ce que là, si on transpose aujourd'hui sur l'Ukraine, l'UEFA prend une position finalement en disant à la Russie, vous ne participerez plus à l'Euro ? Alors, est-ce qu'ils ne participeront plus jamais, ça on ne peut pas le dire, mais c'est vrai que... Mais ces 2 dernières années, en tout cas, mais en tout cas, c'est vrai que l'UEFA avait pris une décision politique, mais qui émanait finalement du Comité international olympique, qui avait recommandé aux différentes fédérations internationales d'exclure les athlètes et les équipes représentant la Russie. Donc elle suit un avis, en fait. Elle suit un avis. Après, effectivement, ce sera compliqué de savoir comment est-ce que la Russie va pouvoir réintégrer, en tout cas, le champ du football et les prochaines compétitions, notamment l'Euro. Est-ce que l'euro et la participation à l'euro, ça peut être un argument parfois pour un pays candidat à l'intégration à l'Union européenne ? Je pense à la Géorgie. Oui, ça peut en tout cas même aussi au niveau des téléspectateurs, placer le pays sur une carte et puis aussi participer, de montrer qu'en fait ce pays participe à l'euro, donc peut y avoir peut-être des discussions qui peuvent ensuite après avoir lieu sur le champ politique, même si les deux champs sportifs et politiques sont quand même décorrélés. Mais rien que participer à l'euro, déjà ça fait rentrer dans la grande famille de l'Europe, même si effectivement l'Europe du football dépasse le cadre de l'Europe politique. Ça peut montrer un état d'esprit aussi ou pas ? Oui, et puis ça peut montrer aussi des images positives du pays. Je pense notamment au cas que j'évoque dans le livre, le cas de la Croatie, qui finalement, après les guerres de Yougoslavie, va en tout cas briller grâce à son équipe de football, notamment à l'Euro, et puis après avec la Coupe du Monde. Et donc on va avoir une image beaucoup plus positive de par les performances de cette équipe croate. Alors là encore, quand le sport, le foot en l'occurrence, et la politique se mêlent, il y a un match à surveiller cette année. Si jamais il a lieu, c'est la rencontre entre les Anglais et les Écossais. La victoire pourrait avoir une résonance jusqu'au plus haut sommet de ces deux nations ? Il y a toujours une rivalité très présente entre Écosse et Angleterre, de par effectivement le poids historique, et puis aussi avec les questions autour de l'indépendance de l'Écosse. Il y a déjà eu pas mal de matchs par le passé, comme je l'évoque dans le livre, sur effectivement Angleterre et Écosse, où en tout cas on voulait remettre sur le terrain cette bataille historique entre deux nations qui sont effectivement très
très belliqueuses entre elles. Mais là-dessus, c'est vrai que la question du Brexit était revenue aussi sur le précédent match. Et là, c'est vrai que s'il y aura encore cette confrontation sur le terrain sportif, il y aura des titres qui s'empresseront de faire le parallèle entre bataille sportive et bataille politique. Alors, on a parlé de l'Euro beaucoup parce que ça approche, je le disais, c'est le 14 juin et ça nous concerne. Mais le foot, qui dépasse l'histoire sportive, qui entre dans la grande histoire, qui se mêle à la politique, notamment, c'est pas seulement en Europe. On va prendre un exemple, celui des îles Tuvalu, ça se trouve en Océanie. Là, le foot, c'est une espèce de tribune pour parler du réchauffement climatique, de ses conséquences. Oui, c'est ça. En fait, dans ce livre, je n'ai pas voulu faire que les grandes compétitions, aussi les grandes équipes. J'ai voulu aussi évoquer quelques cas où en fait, le football, c'est un vecteur d'émancipation. Et là, pour le cas de Tuvalu, donc, qui est vraiment un tout petit archipel au niveau de l'Océanie, ils utilisent notamment le biais du sport pour, en tout cas, faire connaître leur pays de seulement 10 000 habitants et aussi de montrer qu'en fait, il y a une situation climatique qui est urgente par rapport à eux, qui peut mettre en péril leur nation. Ils utilisent le biais positif du sport, notamment avec la création d'une équipe de football, pour mettre en avant leur pays et les placer sur une carte du monde et puis intéresser les différentes parties prenantes autour de cette question. Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on s'y arrête quelques secondes. Le sport comme vecteur de politique, c'est généralisé, ça ne concerne pas que le foot, ça concerne aujourd'hui tous les sports pour vous ou pas? Les Jeux Olympiques en l'occurrence qui arrivent? Ça peut concerner effectivement tous les sports, après ça dépend si les sports en tout cas sont mondialisés. Effectivement le football c'est le sport le plus mondialisé, les Jeux Olympiques ça les concerne également parce que vous avez 206 délégations nationales qui sont présentes, donc ça dépasse même le cadre de l'ONU, vous avez 193 pays membres. Et vous avez aussi cette fameuse cérémonie d'ouverture avec le défilé des nations. Et donc, en fait, vu que c'est vu en mondiovision, c'est important pour un pays d'être présent pour montrer ses symboles, parfois même pour des pays dont l'indépendance est contestée. Merci beaucoup Kevin Dessières d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Merci.